Alors, la séance de ce soir sera consacrée donc aux catégories de risques, santé, sécurité au travail. Et par la suite, on va voir, si on a le temps, on va voir aussi la méthode d'identification et d'analyse des risques santé et sécurité au travail. Donc déjà, s'il vous plaît, en parlant de l'analyse de risque, bien sûr, maintenant, on va laisser de côté tout ce qui est ISO 45001. L'analyse de risque, c'est une exigence de la norme, mais les détails de l'analyse de risque, ça reste en fait une démarche toute donc séparée, une autre discipline. Donc la 45001, les exigences, on va revenir vers tout ça, mais d'abord, comme j'ai dit dans la présentation, on va donc voir déjà les bonnes pratiques à instaurer dans l'entreprise. Et on ne peut pas parler des bonnes pratiques, on ne connaît pas déjà quelles sont les principales catégories de risques santé et sécurité au travail. Alors, juste un petit rappel, donc au niveau de tout ce qui est identification de risques santé et sécurité, donc on va identifier les maladies professionnelles, ça c'est le côté santé. Santé, on va identifier les risques, donc les événements indésirables, en fait, définis comme des accidents. Donc, on parle d'un événement indésirable potentiel qui peut induire à des effets négatifs sur la santé, mais il y a aussi l'autre côté qui est l'incident. Dans notre réflexion d'analyse de risque, on ne va pas juste prendre en considération les accidents, ça veut dire qu'ils peuvent donner naissance à des dégâts corporels, mais aussi le côté incident. Incident, ça veut dire un événement indésirable, n'induisant aucun traumatisme ni aucune pathologie, mais ayant le potentiel de le faire. Donc là, je parle du côté enregistrement, parce qu'à chaque fois que vous avez un accident, bien un incident dans l'entreprise, il faut donc le rapporter. Vous avez une fiche à remplir, vous avez une base de données pour avoir un historique en relation avec les accidents et les incidents dans l'entreprise. Donc, il faut déjà établir la différenciation entre les deux. Alors, on parle d'incidents comme sur le schéma, sur la photo. Donc, le monsieur, il est en train d'exécuter donc quelque chose en utilisant donc un outil portatif et que vous avez une chute d'objet. Donc, normalement, là, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a aucun traumatisme, aucune pathologie, aucune atteinte à la santé. Mais c'est un incident, c'est un événement qui pourrait avoir un effet négatif si jamais il y a l'exposition. Là, il n'y a pas une exposition, mais si jamais il y a une exposition, ça peut induire à des dégâts. Donc, il vaut mieux le rapporter, trouver des solutions pour cette situation d'incident pour ne pas, dans le futur, avoir donc des dégâts sur la santé. Alors, l'accident maintenant, c'est la même chose, sauf que il y a une personne, par exemple, qui exécute qui entre en contact avec le risque et avec le danger en question. Donc, vous avez la même situation dangereuse, sauf que on rajoute l'élément de l'exposition. Ça veut dire que vous avez ici un être humain exposé au risque et on a causé un accident. Au niveau des accidents aussi, il y a ce qu'on appelle les accidents majeurs. Ce sont les accidents qui nécessitent un arrêt maladif ou bien un arrêt de travail, donc une hospitalisation, mais il faut aussi prendre en compte les accidents mineurs. Ça veut dire qu'il y a une blessure, il y a une atteinte à la santé qui n'est pas assez importante, mais quand même, il faut la prendre en considération. Là, c'est le côté registre. Ça veut dire parce que le travail du responsable santé et sécurité, si jamais il y a donc une situation non sécurisée, un incident, accident et ainsi de suite, il doit toujours faire un rapport, il doit donc rapporter la situation et il doit chercher que ce soit des mesures préventives en cas de l'incident pour ne pas, ou bien pour empêcher d'avoir des accidents dans le futur, ou bien le cas d'accident, on commence d'abord à
corriger la situation actuelle et aussi proposer, encore une fois, des éléments, bien des moyens de prévention dans le futur. Ce n'est pas le tout, parce qu'on parle aussi, dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail, on parle aussi d'un presque accident. Alors, un presque accident, c'est que il y a l'effet de l'exposition, mais c'est un effet en fait par miracle, on n'a pas eu l'atteinte à la santé. Alors les presque accidents, c'est un petit peu l'incident, sauf que la probabilité que le risque ait lieu, il est plus élevé que l'incident parce qu'il y a l'effet de l'exposition. Là aussi, il faut le prendre en considération. On parle aussi des actions non sécurisées. Ça veut dire on a interdit l'accès, par exemple ici sur la photo, l'entreprise a fait instaurer des mesures de protection, mais c'est le comportement de l'être humain qui n'est pas sécurisé, c'est une action non sécurisée. Donc là, par exemple, toute action aussi non sécurisée, il faut donc informer le responsable QSE voilà, pour refaire la sensibilisation. Donc, il faut toujours ouvrir la porte à l'implication du personnel. À chaque fois qu'il y a une action non sécurisée, il faut que ce soit l'observer par déjà le responsable QSE, donc c'est quelqu'un qui ne travaille pas toujours sur le bureau, dans le bureau, bien sûr PC. Donc, il se déplace et il doit être en contact avec les activités, il doit faire de l'observation aux personnes en situation de travail. Ou bien que ce soit, c'est un employé qui a, par exemple, informé le responsable d'une action non sécurisée. Donc, il doit la prendre en considération pour voir c'est quoi le problème, est-ce que c'est question de sensibilisation ou bien autre. Et puis, vous avez les conditions non sécurisées, ça veut dire que il faut vérifier l'état des équipements utilisés. Donc, Madame, s'il vous oui, plaît, oui, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une action non sécurisée? d'accord. Donc, pour les actions non sécurisées, par exemple, euh, on manipule, par exemple, des produits chimiques dans l'entreprise. Et on a, par exemple, des gants pour protéger l'employé contre le risque chimique. Il doit porter des gants. Alors que il y a des personnes, par exemple, qui ne portent pas les gants. Donc, c'est l'action de la personne qui peut la mettre en danger. On a les moyens de protection, mais cette personne, donc, voilà, il ne respecte pas en fait les consignes de sécurité. Autre chose, on a par exemple des échafaudages à utiliser pour avoir accès donc à des produits dans l'entrepôt, donc des produits en hauteur, alors que les personnes, ils utilisent par exemple des échelles. Vous avez notamment ici sur la photo interdire l'accès à une zone. On a par exemple une zone qui contient des installations électriques et il y a déjà une signalisation qui interdit en fait l'accès à cette zone, alors qu'une personne par exemple a passé. Donc, il n'a pas pris en considération donc voilà le danger qui existe. Alors l'action non sécurisée, c'est plutôt en relation avec ce que l'homme ou bien l'être humain fait. C'est quelque chose que je fais moi et qui va mettre donc ma sécurité en danger. Donc l'entreprise, il doit prendre en considération ça s'il y a des actions non sécurisées. On a par exemple fait des rubans, on a installé donc des barrières et qu'on a dit aux personnes il ne faut pas donc dépasser les barrières. Et il y a des personnes qui le font. Alors là, c'est question de sensibilisation. Parce que cette personne, s'il a été bien sensibilisé, il ne va pas faire donc cette action non sécurisée. C'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair, merci. Je vous remercie aussi. Donc, en fait, il y a l'action non sécurisée, mais parfois, c'est les conditions qui sont non sécurisées. Les équipements, l'état, par exemple, les équipements, l'état voilà, des locaux de travail, l'ambiance de travail, et ainsi de suite. Que ce soit un appareil défectueux, un appareil bricolé, donc qui peut porter atteinte à la santé de l'être humain. Donc, le responsable, encore une fois, QSE ou bien HSE,
il doit aussi vérifier l'état donc des équipements. Pas nécessairement que c'est lui en personne qui va faire ça, parce qu'on parle ici d'un travail d'équipe. Peut-être que dans l'équipe, on a un technicien ou bien on a une personne, un chef d'ouvrier qui est responsable de faire le contrôle. Donc, il ne faut pas donc imaginer que les actions elles doivent être exécutées nécessairement par la même personne qui est responsable de la démarche ISO 45001. Donc là, c'est juste une petite réflexion, bien un petit rappel avant de voir les catégories de risques. Alors, pour les catégories de risques, s'il vous plaît, il faut bien sûr savoir, il faut avoir une culture générale sur toutes les catégories qui existent. Donc, voilà les différentes catégories possibles, mais lorsque vous êtes recruté dans un lieu de travail et que, par exemple, vous avez un risque qui est le plus important que les autres, prends par exemple le risque chimique, il ne suffit pas d'avoir donc cette vision générale, il faut approfondir donc vos informations. On mesure par exemple les mesures de protection, les mesures de stockage, d'entreposage et ainsi de suite. Donc, on commence déjà par la connaissance des catégories, mais selon le besoin, selon votre lieu de travail, il faut quand même aller plus loin que ça et avoir donc des connaissances beaucoup plus approfondies en ce qui concerne donc les risques associés à vos propres activités au milieu de travail. Alors d'abord, il faut savoir aussi, donc avant de passer donc aux catégories, quel est le scénario d'apparition d'un risque ou bien d'une maladie professionnelle. Alors ça, c'est un schéma en fait, c'est un schéma conventionnel qui existe et qui explique donc les conditions qui peuvent ramener à l'apparition d'un risque ou bien d'un dommage sur la santé. Donc, d'abord, vous avez une situation qui est dangereuse. Donc, c'est la condition, c'est la situation de travail qui est dangereuse. Euh, le feu, par exemple, si j'ai du feu, est-ce que nécessairement, plutôt, c'est pas le feu, un produit, par exemple, inflammable. Je stocke un produit chimique inflammable. Ça, c'est un danger, c'est une situation dangereuse. Une personne qui travaille juste à côté, c'est une situation dangereuse. Mais pour que le dommage se déclenche, il vous faut un événement déclencheur. Par exemple, la personne qui trébuche ou qui tombe et qui ramène avec elle donc, le produit chimique, donc on a un déversement. Donc là, ou bien une personne qui fume juste à côté, donc vous avez la source de flamme, donc on peut entamer le feu. Donc la situation dangereuse, il peut exister, mais si on évite les événements déclencheurs, donc on est sécurisé contre le risque. Le fait d'interdire, par exemple, dans l'entrepôt des produits chimiques, le fait d'interdire de fumer juste à côté, on va éviter l'événement déclencheur. La situation dangereuse, elle est toujours là, mais l'événement déclencheur, on a agissé sur, donc, sur cet événement déclencheur. On n'a pas supprimé carrément la situation, mais on a supprimé les événements déclencheurs. Euh, donc, la situation dangereuse, c'est le danger. L'événement déclencheur, c'est l'opérateur, c'est l'exposition. Et donc, c'est l'intersection entre les deux qui va donner naissance à un dommage. Donc, le responsable chez ceux, par exemple, en cherchant donc les causes en fait des risques professionnels, il peut agir sur la situation elle-même. Ça veut dire, par exemple, voilà, je peux dire le risque de chute, chute en plein pied, chute de plein pied. Donc, vous avez un encombrement, un désordre dans les locaux de travail, ça c'est la situation dangereuse. Alors que là, je peux agir même sur la situation. Je fais l'organisation des locaux de travail. Je supprime le désordre. Je range. J'applique par exemple des méthodes de 5S pour ranger les locaux de travail, pour organiser les locaux de travail. Et comme ça, on va donc éviter le fait d'avoir des chutes de plein pied. Mais si je ne peux pas, ou bien plutôt je peux combiner entre les deux,
je peux ranger et tout, et je peux éviter aussi, supprimer les événements déclencheurs ou bien les éléments déclencheurs. Je sensibilise les personnes. Je vais mettre une signalisation pour savoir qu'il s'agit d'un lieu qui représente un risque de chute et ainsi de suite. Donc, juste pour savoir que vous pouvez agir, que ce soit sur la situation dangereuse ou bien sur l'événement dangereux. La même chose pour les maladies professionnelles, sauf qu'on va remplacer, ou bien plutôt, ça c'est un exemple en fait. Donc, la situation dangereuse, c'est un électricien qui découpe une goulotte en plastique avec une scie à métaux. Donc, déjà, une goulotte en plastique, il ne faut pas utiliser. Donc, ça, c'est un équipement non adapté au travail. Ça veut dire que vous avez une goulotte en plastique alors qu'on coupe avec une scie à métaux. Ça veut dire qu'il est très étrange. On peut avoir une blessure. Ça, c'est la situation qui est dangereuse. Donc, le danger, il est représenté par un équipement, c'est la scie à métaux. L'événement, ou bien plutôt l'événement déclencheur, c'est que l'opérateur, là c'est une action non sécurisée, par exemple, c'est que l'opérateur qui est l'électricien, il découpe directement sur sa cuisse sans établi, sans utiliser une table, par exemple. Donc, ça c'est une action non sécurisée. Donc, si jamais je vois qu'il y a une action non sécurisée de telle sorte, je dois alerter la personne avant de tomber dans le dommage. Et je dois sensibiliser les autres, le reste des employés. Par exemple, si vous voulez couper une goulotte en plastique, déjà, utilisez donc une scie adaptée. Et encore une fois, utiliser des établis ou bien une table, ne pas couper directement sur la cuisse. Là, c'est une action non sécurisée. Donc, l'action non sécurisée, c'est l'événement déclencheur, c'est l'événement dangereux qui déclenche le dommage. Donc, le dommage, c'est quoi? Plaie qui saigne abondamment sur la cuisse, tout simplement. Une plaie ou bien une coupure sur la cuisse de la personne. Donc, en évitant en fait l'événement dangereux ou bien déclencheur qui est l'action non sécurisée, on va éviter de tomber dans une situation de dommage. Vous avez aussi, en évitant d'utiliser des moyens non adaptés, donc un équipement non adapté pour l'action, on va aussi éviter donc le dommage. Donc ça, c'est le scénario d'apparition de risque. Voilà, un scénario connu, quoi. Donc, par convention. Alors, je commence directement déjà la première catégorie de risques, ce sont les risques chimiques. Pourquoi les risques chimiques? Parce qu'il y a plusieurs types de risques chimiques. C'est pas, pardon, c'est pas un seul risque. Donc, le risque chimique, c'est l'un des risques les plus importants. Peut-être que vous allez le rencontrer durant vos activités dans le milieu de travail, peut-être que non. Mais déjà, l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le responsable HSE ou bien celui tout simplement qui va mener la démarche ISO 45001, il doit avoir une connaissance de toutes les catégories et par la suite approfondir ses connaissances pour la catégorie ou bien les catégories qui concernent sa propre activité. Donc, le risque chimique, déjà, les produits chimiques, ils sont utiles, on les utilise. Quand je dis une entreprise qui manipule de produits chimiques, ce n'est pas nécessairement dans la phase production. Ça peut être un simple détergent, ça peut être des produits de désinfection. Ça, on le trouve partout dans les entreprises. Et ce sont des produits chimiques. D'ailleurs, même dans les ménages, dans la maison, les détergents qu'on utilise, ce sont des produits chimiques toxiques aussi. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un produit chimique ou bien le risque chimique, c'est toujours quelque chose de très grave, mais on va prendre en considération aussi donc les produits d'utilisation quotidienne. Donc, les produits chimiques, ils sont utiles, ils sont indispensables car ils sont actifs. Donc, il y a une activité, il y a des actions chimiques qui se déclenchent, mais parce qu'en fait, ils sont actifs, certains d'entre eux peuvent être, ou bien la plupart, peuvent être dangereux pour la santé. Donc, c'est pourquoi, si votre activité engendre l'utilisation et la manipulation de ces produits,
il faut prendre des précautions donc d'usage et des mesures de protection de la santé des travailleurs. Donc, il vous faut tout simplement, pour maîtriser le risque chimique, il faut mettre en place une démarche de prévention concrète. Alors, vous êtes dans le cadre de la 45001 et vous savez que le risque chimique, il est existant au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que vous manipulez des produits chimiques. La première réflexion qui va venir en tête, c'est de mettre en place donc une démarche de prévention. Ces démarches de prévention, il consiste déjà à l'identification des produits chimiques et les procédés pendant tout le cycle de vie de l'entreprise. Ça veut dire, je commence déjà une réflexion. Je fais l'inventaire des produits chimiques. J'identifie les produits chimiques. Pas seulement à l'entrée, ça veut dire qu'on produit, parce que parfois, la matière première, il est chimique. Je manipule une matière première chimique. Donc, je fais l'inventaire. Parfois, c'est une matière auxiliaire que j'utilise pour autre chose. Parfois, ce sont tout simplement des produits de nettoyage. Et parfois, ce sont des déchets de nature chimique. Donc, tout au long du cycle de vie dans l'entreprise, dès l'entrée, la manipulation jusqu'à la sortie, comme déchets, donc je dois avoir l'inventaire, je fais l'identification de tous les produits chimiques avec le nom, avec la nature du danger. Bien sûr, tout ça, il faut euh, donc remplir des documents. Ça veut dire, j'ai une liste, fichier Excel ou autre, une liste de tous les produits chimiques et les déchets aussi chimiques dans l'entreprise qui représentent un danger pour les employés. Ça veut dire, je fais un contrôle donc dès l'achat de ces produits, le responsable HSE, lorsqu'on va faire l'acquisition de produits dangereux de nature chimique, il doit valider donc cet achat. Et il doit aussi donc demander tout ce qui est fiche de données de sécurité, les stocker, les protéger comme des documents. Il doit aussi être au courant de toute nature de produits chimiques qui circulent dans l'entreprise. Donc, dès l'achat déjà, il nous faut la validation du responsable HSE. La production, bien l'utilisation de ces produits aussi. Donc, lorsqu'on va voir par la suite la méthode d'analyse des risques, notamment durant la production, je dois savoir quelles sont les étapes du procédé où il y a un contact direct entre l'agent ou bien le personnel, la personne, et entre le produit. Donc, pour prendre ça en considération en matière de protection, les EPI à mener. Donc, l'évaluation des risques dépendent aussi de cette réflexion. Donc, la production, le stockage intermédiaire, on a une matière chimique, on la stocke, on a l'entrepôt. Pardon, là aussi, il y a donc des mesures de prévention qu'il faut prendre et on va voir ça par la suite, donc pour protéger la santé du personnel durant le stockage des produits chimiques. Si jamais c'est votre produit qui est considéré chimique, toxique ou bien autre, donc il faut aussi faire un suivi de tout ce qui est commercialisation. Je livre par exemple, ou bien je stocke le produit fini, une société par exemple de détergents. Il fait le stockage des produits chimiques, donc ce stockage aussi, il doit être fait dans les règles de l'art. La livraison de ce qui est transport vers donc le client. Là aussi, il faut respecter tout ce qui est consigne de sécurité. S'il s'agit aussi d'une prestation de service, par exemple, production des déchets, transport des déchets, donc tout simplement, lorsque vous avez un risque chimique au sein de l'entreprise, vous devez tracer la ligne parcourue par le produit en question ou bien la substance en question dès la réception, dès l'achat, en passant par la production, le stockage
vers donc la commercialisation, la livraison, s'il s'agit d'un produit, ou bien le traitement et l'élimination, s'il s'agit d'un déchet, et bien sûr le transport aussi. Alors, si on veut appliquer ce mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mécanisme d'apparition du risque au risque chimique, on a deux types. Ça veut dire pour le risque chimique, il ne faut pas juste prendre en considération tout ce qui est accident, mécanisme accidentel. Mais il y a aussi un cas où les produits chimiques peuvent développer des maladies professionnelles. Alors, pour le mécanisme accidentel, pardon, on parle d'une intoxication aiguë. Ça veut dire, vous avez les deux facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'abord, la condition non sécurisée, ou bien plutôt la situation dangereuse, c'est que on a donc un agent chimique stocké dans un entrepôt. Donc ça, c'est la zone dangereuse. Tant que la personne reste en dehors de la zone dangereuse, ça veut dire qu'elle est protégée, même si le risque il est toujours là. Mais imaginons que cette personne, elle travaille dans le local des produits chimiques, il passe par la zone dangereuse. Donc là, vous avez la zone de présence qui croise la zone dangereuse. Ça, c'est la situation dangereuse. Ça veut dire on a un dommage, une lésion. Là, je parle d'un mécanisme accidentel. Je passe, je fais pas attention. Je renverse donc une boîte, par exemple, ou bien voilà un produit chimique dans un récipient. Et j'ai des brûlures, par exemple, ou bien j'ai des cas d'asphyxie, et ainsi de suite. Donc là, c'est un mécanisme accidentel. Mais nous, dans la réflexion sur les, les risques chimiques, dans l'analyse de risque, il ne faut pas oublier l'autre côté, le mécanisme chronique. Ça veut dire, vous avez toujours une zone dangereuse avec l'agent chimique, mais vous avez une personne, en fait, qui est exposée continuellement à cet agent chimique. Des vapeurs, par exemple, chimiques. Des vapeurs chimiques, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qu'on respire. Ça veut dire c'est question du temps. Avec le temps, avec l'accumulation du temps, cette matière s'accumule dans le système, dans les organes internes de la personne et ça développe une maladie professionnelle chronique. Ça veut dire, le cas, par exemple, des industries chimiques, purement chimiques, le cas des industries de phosphate, là, vous avez toujours des vapeurs et tout ça. Ça ne va pas causer le dégât sur le champ, mais ça demande du temps. Ça, par exemple, on peut prendre l'avis du médecin de travail. Lui, il peut nous dire quels sont les produits qui peuvent, ou bien les situations qui peuvent développer des maladies professionnelles. Ce qui est bien, c'est que vous trouverez, donc aussi sur les fiches de données sécurité toujours, vous trouverez aussi des précautions en termes de temps d'exposition. Il ne faut pas, par exemple, dépasser, je ne sais pas, 4 heures par jour et ainsi de suite. Et aussi, il faut protéger la personne. Exemple, vous avez le stockage d'un produit toxique, et vous avez la zone de présence de la personne. Il est toujours là. Par exemple, un technicien laboratoire, il travaille dans le laboratoire des produits chimiques, il est tranquille. On a une ventilation pour ventiler les lieux, mais il y a un événement déclencheur, c'est que la ventilation tombe en panne, par exemple. Lorsque la ventilation tombe en panne, on peut avoir donc des étouffements, asphyxie, le cas échéant, développement de maladies professionnelles. Donc ça, c'est l'application en fait du mécanisme voilà, le mécanisme des risques pour le cas des produits chimiques. Maintenant, parlons comment peut-on en fait convaincre ou bien maîtriser le risque chimique. Donc, d'abord, comme j'ai cité tout à l'heure, il faut déjà, bien évidemment, connaître les produits chimiques que vous avez. Donc, l'inventaire, l'identification et tout. Mais cette identification, il doit être plus approfondie
on doit quand même donc lire ce qu'on appelle les étiquettes donc, du produit chimique. Chaque produit, il vient avec donc des étiquettes. Alors, le responsable, il doit savoir déjà comment lire et comprendre les étiquettes pour chaque produit et aussi comprendre les pictogrammes associés donc, à la nature de la dangerosité. Pas seulement comprendre, mais aussi faire comprendre les autres. Je sais qu'une équipe travaille avec et manipule un produit, par exemple, facilement inflammable. Alors, je dois les informer, je dois faire une formation interne, donc au risque chimique et à la lecture donc des étiquettes. Les étiquettes en général, ils comportent les principaux dangers présentés par le produit, donc un risque toxique, un risque inflammable. On va voir les pictogrammes tout de suite. Donc, juste en jetant un coup d'œil sur l'étiquette, vous pouvez comprendre quelle est la nature de la dangerosité. Et quand je connais la nature de la dangerosité, je vais connaître donc les bonnes mesures à entreprendre pour le stockage, pour la manipulation et aussi pour la protection des personnes. Il comporte aussi des informations sur le distributeur ou bien l'importateur, parce que parfois, peut-être, vous aurez besoin de contacter le fournisseur. Donc, l'étiquette, il porte toujours donc, ces informations. Mais ça va aussi de l'autre côté. Si vous, vous êtes le fournisseur, ce sont les informations à fournir. D'ailleurs, même pour les déchets chimiques, lorsqu'on va les emballer, par exemple, dans des emballages bien destinés, il faut mettre des étiquettes. Donc, en se basant sur la nature de la dangerosité, il faut mettre le pictogramme de danger, il faut mettre aussi sur voilà l'emballage ou bien le récipient des déchets, il faut mettre aussi des informations sur vous-même, comme étant l'entreprise génératrice de ce déchet toxique et ainsi de suite. L'étiquette aussi, elle porte le nom du produit et les principaux risques présentés. En plus des pictogrammes, on vous donne une explication. Donc, par exemple, ici, il s'agit d'un produit très inflammable qui peut entamer le feu. Il est aussi nocif par inhalation. Ça veut dire la personne qui manipule ce produit, il doit donc porter un masque respiratoire pour protéger les voies respiratoires. Il comporte les risques particuliers du produit. Parfois, le produit il est considéré comme étant inflammable, mais aussi, donc il peut représenter d'autres risques dans certaines conditions. Danger d'explosion, par exemple, sous l'action de la chaleur, toxique en cas d'ingestion, provoque de graves brûlures, par exemple par voie cutanée, donc sur la peau. Vous avez les conseils de prudence. Donc, conserver à l'écart de toute source d'ignition, ne pas fumer juste à côté, éviter le contact avec les yeux, porter des gants appropriés. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pour le responsable HSE, ou bien celui qui va travailler donc, de ce côté-là, santé et sécurité, les étiquettes, c'est une source importante d'information. Donc, lui, il doit savoir déjà lire les étiquettes et comprendre le contenu des étiquettes, rédiger des étiquettes aussi pour le cas, par exemple, produit. Peut-être qu'on a un produit périmé et qu'on n'a plus son emballage d'origine, donc on va l'emballer dans un autre emballage. Donc, il faut savoir mettre les informations pour protéger la santé des personnes et aussi former et sensibiliser les employés aux conseils de prudence donc qu'il faut prendre. Alors, comme j'ai dit, il y a des catégories en fait pour le risque chimique. Il y a des types de dangers. Le premier danger, c'est le danger donc, de produits inflammables. Donc, voilà le pictogramme. Une fois que vous voyez ce pictogramme-là, donc
il s'agit de produits inflammables, ça veut dire une substance qui se flamme en contact d'une source de chaleur. Donc, ça vous donne, j'ai juste la définition, le pictogramme, ça vous donne conseil en ce qui concerne de ce risque d'inflammation. Donc, les produits en fait inflammables, s'il vous plaît, ils peuvent dégager des vapeurs pouvant s'enflammer lorsqu'ils sont utilisés ou entreposés à des températures ambiantes. Produits inflammables dans une température ambiante, mais à cause de dégagement de vapeur, on peut avoir le risque d'inflammation, de s'enflammer. Alors là, il faut toujours donc voilà, par exemple, ne pas laisser les couvercles ouverts. Il faut faire une ventilation des lieux pour éviter en fait l'inflammation. Donc, exemple de produits inflammables, on peut parler des essences, l'alcool, l'acétone, la peinture, l'éthanol et tout autre produit qui comporte ce pictogramme. Dès l'achat, comme j'ai précisé tout à l'heure, vous avez une idée sur la nature du danger et qu'est-ce qu'il faut faire en face. Alors, pour les instructions, comment peut-on se protéger contre ce risque-là? Il faut respecter la signalétique et l'étiquetage. Donc, toujours respecter les conditions données par le fabricant. Sur l'étiquette, c'est comme un résumé de la fiche de données de sécurité, parce que dans la fiche de données de sécurité, vous avez beaucoup d'informations. Mais déjà, le minimum des choses, c'est de respecter la signalétique et l'étiquetage. Et vous, dans l'entreprise, les produits, ils doivent être entreposés d'une façon à ce que le pictogramme soit donc accessible. Donc, on peut le voir. Ce n'est pas évident de stocker les produits dans un endroit et que les personnes, ils ne peuvent pas voir les pictogrammes, ils ne peuvent pas voir qu'il s'agit d'un risque de produits inflammables ou bien autres. Si jamais ce n'est pas vraiment clair, vous pouvez donc utiliser ce pictogramme-là, vous l'imprimez, donc on fait des pictogrammes adhésifs et tout pour signaler le risque. L'essentiel, c'est qu'il faut signaler le risque pour les personnes. On peut aussi prévoir des armoires de stockage spéciales, donc pour les produits inflammables. Donc, ils sont commercialisés. Vous entrez dans l'entreprise, vous voyez que l'entreposage n'est pas très correct. Vous pouvez proposer dans le plan d'action l'achat des armoires spéciales pour stocker des produits chimiques, notamment ici des produits chimiques inflammables. Parce qu'on va voir par la suite qu'il y a quand même des incompatibilités qu'il faut respecter, des produits qu'il ne faut pas stocker ensemble avec d'autres produits. Mais l'essentiel, déjà pour les produits inflammables, il y a des armoires qui sont commercialisées, destinées donc à stocker ce type de produits. Il faut aussi tenir à l'écart des points chauds, par exemple les fers à souder. Je fais une activité de soudage et j'ai les produits inflammables, ça sera une catastrophe. Donc, il faut toujours tenir à l'écart des points chauds. Mettre aussi une signalisation, interdiction de défense de fumée. Voilà. Donc, il faut quand même aussi à l'abri de tout ce qui est de solaire pour ne pas augmenter, rayons de soleil par exemple, pour ne pas augmenter la chaleur et par la suite, donc, embraser le feu. Vous avez aussi, pour les conserver dans leur contenant d'origine avec l'étiquette. Ça, c'est très important. Excusez-moi. Donc, il y avait une rupture. Donc, comme j'ai dit, stocker le produit chimique dans un autre emballage d'un autre produit. D'abord parce que
la personne qui va manipuler ce déchet-là, qui va entrer en contact avec le déchet, il ne va pas comprendre qu'il ne s'agit pas du même produit. Donc, voilà, il ne connaît pas que c'est un produit dangereux, ou bien l'emballage, il indique un autre type de dangerosité. Et aussi parce que ces questions, les produits chimiques, ils sont actifs, donc en stockant ce produit dans un autre emballage qui a servi au stockage d'un autre produit, il y aura des interactions, des réactions. Donc, il faut toujours garder et conserver dans leur emballage d'origine avec les étiquettes. Il ne faut jamais enlever les étiquettes. Et dans le cas échéant, si jamais vous avez perdu, par exemple, l'emballage, donc le responsable HSE, il doit choisir l'emballage convenable pour ce produit-là et refaire l'étiquetage. Comme ça, on protège donc les personnes. Il faut aussi ventiler la pièce pour empêcher l'accumulation de vapeur inflammable. Ça veut dire le lieu de stockage, il doit être ventilé. Des points d'extraction de l'air pour ne pas accumuler en fait les vapeurs qui peuvent s'enflammer. Lire les instructions et les mises en garde sur l'étiquette du produit. Donc, bien lire les instructions. C'est votre devoir comme responsable de lire attentivement donc, les fiches de données de sécurité des produits chimiques et de bien comprendre donc, les consignes indiquées. Vous pouvez aussi vous-même former en fait des fiches de post-sécurité, et ça on va le voir par la suite, pour les communiquer au personnel. On peut les afficher sur les murs, dans les lieux de stockage. Comme ça, les personnes, ils sont sensibilisés, ils sont surtout rappelés de la dangerosité de ce produit-là. Bien sûr, quelques instructions ici, elles sont communes aussi avec les autres types de dangers. Il faut aussi avoir, donc dans le lieu, donc vous savez que, je vais revenir vers ce point d'extincteur, mais vous savez peut-être que les extincteurs pour faire l'extinction de feu, ils sont différents selon la nature de la matière ou bien plutôt du combustible et ainsi de suite. Donc avoir un extincteur portatif de type ABC. Alors là, l'extincteur de type ABC, ça, c'est l'extincteur à poudre ABC. Donc, il fonctionne, l'agent d'extinction dedans, c'est à poudre convenable. Alors, pour le lieu de stockage des produits inflammables, il faut un extincteur ABC. Le dispositif de protection incendie, c'est le plus polyvalent d'ailleurs. Il est efficace contre les départs de feu, donc du 3 classes de feu. Comme j'ai dit, je vais revenir vers ça lorsqu'on va voir le plan d'évacuation. Donc, on parle de la première classe, feu sec ou braisant, de matériaux solides. Alors, ce n'est pas le cas. C'est la classe B qui nous intéresse, feu gras, de liquide ou de solide liquéfiable, comme les hydrocarbures, l'alcool, solvant, graisse, goudron, huile, peinture. Donc ça, l'entreposage des produits inflammables liquides, ça fait partie de la classe de feu B. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un extincteur à l'eau. Peut-être ça ne veut pas être efficace, mais peut-être aussi ça peut aggraver la situation. Donc ça, c'est l'extincteur à foudre qui doit être obligatoirement installé donc dans un entrepôt de stockage de produits chimiques inflammables. Pour pouvoir éteindre donc un début d'incendie causé par l'un de ces produits, ne jamais utiliser de l'eau pour extincter les feux dans un entrepôt de produits inflammables. Après l'utilisation de ces produits chimiques inflammables, il faut jeter toute matière imbibée du produit. Donc, ça va générer quand même des déchets après l'utilisation. On peut souiller, par exemple, des chiffons, du papier contaminé, des essuie-tout, et ainsi de suite. Donc, ces produits, à la base, ils ne sont pas dangereux, mais dès qu'ils sont contaminés par cette substance dangereuse, ils vont devenir aussi dangereux. Donc, il faut les stocker séparément des autres déchets. J'ai par exemple un système de tri des déchets.
les produits en papier, les cartons, les essuie-tout, les chiffons qui sont imbibés de la matière inflammable, ils ne doivent pas donc se terminer dans la poubelle destinée donc aux déchets en papier, même si c'est du papier, mais c'est du papier contaminé. Donc, eux aussi, nous devons les stocker dans des sachets, par exemple, ou bien des papiers cartonnés avec en fait le pictogramme à l'intérieur pour indiquer qu'il s'agit des déchets dangereux de type inflammable. Donc ça, c'est la première catégorie des déchets, ou bien plutôt de produits chimiques toxiques ou bien déchets chimiques, inflammables, qui peuvent en fait entamer le risque d'incendie. Deuxièmement, vous avez les produits comburants. Alors là, les produits comburants, vous avez le pictogramme. Il est un petit peu similaire à celui des produits inflammables. Mais s'il vous plaît, il faut bien savoir que ce sont deux catégories différentes. Donc, un produit comburant, c'est une substance pouvant embraser les produits combustibles ou activer un feu. Donc ça, c'est la cause. Donc un comburant, c'est une substance liquide, gazeuse ou bien solide qui, associée à un combustible, permet, grâce à un apport initial d'énergie, d'initier une réaction de combustion. Ça veut dire, ce n'est pas un produit inflammable, mais c'est un produit en contact avec le produit inflammable. Et encore, si on a un apport d'énergie, une source de flamme, ça peut entamer le feu. Donc, ce sont en fait les produits comburants. Donc, ce sont des produits contenant une grande quantité d'oxygène. Donc, vous savez, lorsque donc la combustion, il a besoin d'oxygène, quoi. Donc, pour que le feu s'entame, on a besoin d'oxygène. Les produits comburants, ils contiennent une grande quantité d'oxygène et ils peuvent provoquer la combustion de substances inflammables ou combustibles. Donc, vous voyez un petit peu, les produits inflammables, ils ont un pouvoir calorifique, mais les produits comburants, ils contiennent une quantité d'oxygène. Si ce produit comburant entre en contact avec un produit inflammable ou bien un combustible, tout simplement, on a donc le risque de combustion. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà constater après ces définitions? C'est qu'il ne faut jamais stocker les comburants avec les inflammables. Sinon, vous avez donc le risque d'incendie, il est plus élevé que la moyenne. En fait, les produits comburants, voilà quelques exemples. Le dioxygène, l'ozone, ce sont des produits qu'on utilise dans l'industrie selon la nature de l'activité. Le protoxyde d'azote, NO2, le chlorate de sodium, le NaClO3, l'acide nitrique HNO3. Donc, ce sont des produits qui peuvent exister sous forme liquide, solide ou bien gazeuse. Ces produits, ils peuvent accélérer la propagation du feu, augmenter l'intensité du feu, ils peuvent entraîner l'inflammation spontanée de combustible en les stockant avec, par exemple, du bois. Donc, vous avez, par exemple, des palettes en bois et juste à côté, vous stockez des produits comburants. Ça peut causer et entraîner l'inflammation spontanée de ces combustibles en absence d'une source d'inflammation. Donc, vous voyez, même s'il n'y a pas une étincelle, par exemple, juste donc la température ambiante, avec l'existence de ce type de produit, on peut avoir donc le feu. Donc, la chaleur de l'air ambiant suffit donc de déclencher le feu. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Il ne faut pas les stocker avec les inflammables, mais il ne faut pas aussi les stocker avec des encombrants non plus. Par exemple, du papier, donc des produits combustibles, facilement combustibles, du bois et ainsi de suite. Et en présence en fait d'une source de chaleur, il provoque le début d'un incendie par combustion rapide. Donc, ça facilite tout simplement donc voilà, le feu.
Quelques instructions qu'il faut respecter. Toujours respecter la signalétique et l'étiquetage. Donc, vous avez suffisamment de données, suffisamment d'instructions dans les emballages et tout, pour empêcher de tomber dans des cas voilà, d'incendie à cause de ce type de produits. Tenir à l'écart des matières combustibles, bien sûr. Donc déjà, la conception des locaux de l'entreprise, ils doivent être faits. Donc, je choisis l'entrepôt des produits comburants, à l'abri des produits inflammables et à l'abri de toute nature voilà, de produits combustibles, papier et ainsi de suite. Vous avez aussi, il vous faut encore une fois une ventilation des locaux et des procédés. Ça veut dire collecter et évacuer les vapeurs et les pulvéraces. D'ailleurs, ça, pourquoi la plupart des entreprises, ils ont déjà donc, il faut juste contrôler, il suffit de contrôler. Donc, le responsable HSE, normalement, et il doit juste contrôler l'état de ces équipements, de tout ce qui est ventilation et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est question déjà de la réglementation. Avant de parler de la 45001 et tout, vous avez déjà dans le code de travail, donc tout ce qui est en relation avec la santé et la sécurité dans la législation nationale ou bien internationale, il faut respecter ces consignes. Mais peut-être qu'au fil du temps, on commence à voir des mauvaises pratiques, des mauvais entretiens pour les équipements. Donc, le responsable HSE, il doit surveiller ça. Éviter aussi d'entreposer ces produits donc, sur des palettes en bois, dans des contenants sur des palettes en bois. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait pour stocker un produit? On les met dans des récipients. Vous avez les palettes en bois pour voilà, pour les mettre en ordre, quoi. Mais pour ce type de produit, il faut éviter les palettes en bois parce que le bois, c'est un produit facilement combustible. Voilà, donc avec un produit comburant, ça sera donc ça favorise en fait le risque d'incendie. Les produits comburants sont stockés sur des bacs de rétention de capacité suffisante. Les bacs de rétention, c'est pour retenir toute fuite ou bien tout déversement. Donc, si jamais vous avez un récipient, par exemple, voilà, voilà, donc vous avez un trou, ou bien vous avez une fuite de ce produit-là, on a les rétentions pour récupérer ce produit avant qu'il contamine les équipements et tout ce qui est à l'entourage et avant d'entrer en contact avec des produits combustibles. Stocker à l'abri de la chaleur, bien sûr, du soleil, des chocs, parce qu'il ne faut pas oublier que ces produits, donc avec par exemple tout ce qui est action mécanique, on augmente la température, du coup, on va déclencher ou bien on va favoriser donc le déclenchement du feu. Donc, tout choc mécanique, toute possibilité de déversement, toute possibilité en fait de détérioration de l'emballage pour ne pas avoir des fuites. Donc, il faut éviter tout ça. Le lieu de stockage doit être muni d'extincteurs adaptés. Encore une fois, l'extincteur ABC, donc il est à poudre, il est donc utilisé pour cette classe de feu également. Les carburants sont stockés à l'écart des autres produits chimiques incompatibles, comme les inflammables, les produits oxydants, les contenants vides, les chiffonnettes, les EPI sont des déchets chimiques dangereux. Ça veut dire aussi, encore une fois, si vous avez donc utilisé du papier, des gants par exemple de protection et qu'ils vont devenir souillés par cette matière, automatiquement, ce sont des déchets dangereux. Carburant, il ne faut pas les stocker non plus avec les déchets, les chiffons souillés par des produits inflammables parce que toujours ça favorise donc le risque du feu. Et ils doivent être collectés séparément des autres déchets afin d'éviter les départs de feu. Donc, il ne faut pas non plus les stocker avec les autres types de déchets, les déchets en papier et tout. Et il faut mettre le pictogramme de danger. Ça, c'est la deuxième catégorie de risques chimiques. La troisième catégorie, ce sont les produits explosifs.
Donc, comme l'indique déjà le nom, les produits explosifs, ça veut dire qu'ils peuvent s'exploser dans certaines conditions. Donc, l'explosif, c'est une substance capable d'exploser sous l'action d'une flamme, de la chaleur, d'un choc ou de frottement mécanique. Vous voyez donc le pictogramme. Donc, il ne s'agit pas d'un produit inflammable ni comburant, mais c'est un produit qui peut s'exploser sous l'effet que ce soit de la chaleur ou bien aussi les frottements mécaniques. Vous avez par exemple les produits de dynamite qu'on utilise par exemple dans les industries minières ou bien plutôt dans les activités de mine pour l'extraction, pour percer les roches, pour la destruction d'ouvrages, donc les dynamites, explosifs, les mélanges de gel, bouillie, émulsion et tout ça. Donc, on les utilise par exemple dans les carrières de tout ce qui est roches, on les utilise dans les activités minières, on les utilise pour les cimenteries et ainsi de suite, pour concasser la matière. Donc là, ce sont des produits qui peuvent s'exploser sous l'effet de la chaleur, mais aussi sous l'effet de tout frottement mécanique. Alors pour les instructions, manipuler avec précaution et éviter bien sûr les sources de chaleur. Avec précaution, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des frottements mécaniques. Donc, il faut être très prudent. Mais aussi, vous avez le côté chaleur, encore une fois. Donc, il faut éviter les sources de chaleur. Les explosifs sont stockés à l'écart des autres produits chimiques incompatibles. Et on va voir par la suite donc, le tableau des incompatibilités. Donc, normalement, les explosifs, on ne doit pas les stocker encore avec les carburants et les inflammables parce que ça favorise l'explosion. Et il faut éviter les zones ATEX. Alors, les zones ATEX, ce sont les atmosphères explosives. Ça veut dire les locaux ou bien les endroits où le risque d'explosion est plus élevé que la moyenne. Donc, une atmosphère explosive est tout simplement un lieu, ouvert ou non, dans lequel le risque d'explosion est plus élevé que la moyenne. Pourquoi il est plus élevé que la moyenne? Parce que les zones ATEX, ce sont les zones où il y a des combustibles, par exemple, un lieu d'entreposage pour tout ce qui est palette de bois, papier, carton, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous voyez, ça, c'est le triangle qui définit les zones ATEX, les zones à atmosphère explosive. Vous avez le combustible, vous avez la chaleur, donc il y a une source de chaleur juste à côté. On fait des soudures, on fait des activités qui entament l'utilisation d'une source de chaleur et vous avez un carburant, donc de type qu'on a vu tout à l'heure, oxygène et ainsi de suite. Donc, si jamais je stocke ces trois et je rajoute encore une fois donc les produits explosifs, bien sûr que ça sera donc la catastrophe. Donc déjà, les zones ATEX, il faut les éviter. Déjà, ce triplé, il faut l'éviter. Donc vous, dans l'entreprise, si jamais vous constatez qu'il y a ces trois éléments dans un seul endroit, là c'est une zone ATEX, si vous pouvez éliminer donc un facteur pour éviter donc les explosions, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, il faut donc contrôler, surveiller, mettre de la signalisation et ainsi de suite. Mais il ne faut non plus donc stocker des produits explosifs juste à côté. Donc là, par exemple, c'est le symbole du danger pour une atmosphère explosive. Je peux donc interdire toute flamme nue et je peux interdire l'accès pour le personnel non autorisé. Donc ça, c'est donc